Alors j'ai intitulé cette conférence, ma conférence, donc des planètes aux exoplanètes, parce que dans cette conférence, ce que nous allons regarder ensemble, c'est finalement comment on est passé des planètes, celles qui sont connues dans le système solaire, aux exoplanètes, et qu'est-ce que ça a un peu changé dans les façons de voir les planètes, de voir notre univers. Et également, je aborderai la question de quels ont été les outils, comment on a abouti finalement à ces changements importants de paradigme que j'aborderai aussi. Alors, juste pour rappeler un petit peu effectivement où nous sommes dans l'univers. Donc, l'univers, c'est des centaines de milliards de galaxies, on ne peut pas les compter toutes, évidemment. Quelque part dans l'univers, nous avons la Voie lactée, c'est une des galaxies, c'est celle que vous avez vue probablement dans le ciel pour ceux qui sont allés à la ferme des étoiles hier soir. Donc, vue par la tranche, et à l'intérieur de cette galaxie, qui est représentée ici par cette simulation qu'on voit assez souvent, le système solaire, qui est à peu près à cette distance-là de notre galaxie. Donc on sait depuis assez longtemps, depuis qu'on a compris que notre Soleil est dans une galaxie, on sait depuis qu'on a au moins un système solaire dans l'univers, ce qui est toujours un système planétaire dans l'univers, ce qui est assez important. Alors le système solaire, vous le savez tous, c'est 8 planètes. Je les ai représentées comme ça pour bien montrer qu'effectivement il a quelques caractéristiques qui sont frappantes et qui nous permettront après justement de se poser la question dans les mondes extrasolaires, quelles sont les différences ou quelles sont les similarités. Donc la première chose effectivement, c'est que le système il est plat, c'est-à-dire que toutes les planètes sont autour du Soleil sur une orbite plate, sur des orbites plates. Et la deuxième chose, c'est que les planètes tournent autour du Soleil sur des orbites pratiquement circulaires, donc font des cercles autour du Soleil. Donc ça, c'est probablement pas un hasard de la nature, il doit y avoir des raisons derrière, et nous allons voir dans la conférence un petit peu réfléchir à ces problèmes-là aussi. Donc les planètes, vous voyez, elles ne sont pas du tout à l'échelle, c'est à peu près impossible de mettre des planètes à l'échelle sur une transparente, donc je ne vais pas essayer de le faire. Ces planètes, donc, elles sont de types différents. Donc, vous reconnaissez les planètes gazeuses géantes. Alors, celles-là, Jupiter et Saturne, qui sont essentiellement des planètes gazeuses, beaucoup de gaz. Des planètes qu'on appelle aussi géantes, mais qui sont assez différentes, parce qu'elles sont essentiellement des planètes glacées. Il y a du gaz aussi, mais il y a aussi beaucoup de glace à l'intérieur. Et puis, elles sont beaucoup plus petites, puisque ça, c'est à peu près 14-17 fois la masse de la Terre, alors que là, vous avez 318 fois la masse de la Terre. Donc c'est quand même, il faut bien voir que dans ces planètes géantes, elles sont quand même très différentes entre cette catégorie-là, les géantes gazeuses et les géantes glacées. Ça, c'est bien important de se rappeler ça. Et vous avez la catégorie des planètes plutôt telluriques, c'est-à-dire les planètes terrestres, aussi on dit souvent, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, voilà, que vous connaissez bien. Et deuxième chose, on remarque que ces planètes gazeuses géantes, elles sont situées plutôt loin de l'étoile, alors que les petites planètes sont situées près du Soleil. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont nous permettre de réfléchir à quels sont les ingrédients d'un système planétaire. Alors comment se forment les planètes ? Ça, c'est une question évidemment qui est aussi ancienne que la découverte du fait qu'il y a un système solaire. Alors, est-ce que, dans l'histoire, est-ce que c'était des tourbillons de l'éther, donc cet espace rempli d'éther qui aurait pu former des tourbillons avec des sortes de centres, des vortex qui auraient pu accréter de la matière et former des étoiles, des vortex secondaires qui auraient formé des planètes ? Vous voyez, des théories très philosophiques. Est-ce que, quand on a découvert les comètes, est-ce que ce seraient des comètes qui percuteraient le Soleil ? Donc en rentrant dans le Soleil, on imagine une immense explosion qui fait beaucoup de panache, de matière, et cette matière se reformerait pour former des planètes plus tard. Tout ça, c'est des hypothèses qui sont très intéressantes. Le problème, c'est que souvent la physique ne tient pas du tout la route dans ces théories. C'est essentiellement philosophique, les outils mathématiques n'étaient pas forcément là, et ce n'étaient pas forcément des mathématiciens qui proposaient ces théories. Mais en tout cas, vous voyez que ça donne toute une diversité d'idées comment on forme des planètes. Est-ce que ces planètes ont été capturées par le fait que le Soleil se balade dans la galaxie ? Alors ça, ce serait une vision un peu plus moderne, mais disons, en se baladant autour de la galaxie, est-ce qu'elle n'aurait pas récupéré des planètes qui se seraient comme ça trouvées dans la galaxie ? On peut imaginer que des étoiles se forment à partir de nuages de gaz, j'en dirai un mot tout à l'heure. On pourrait imaginer aussi que ces nuages de gaz, moins gros, se contractent et forment des planètes. Et que ces planètes apparaissent comme ça dans l'univers, comme les étoiles, et qu'une étoile qui se balade dans un champ de planètes récupérait des planètes autour. Voilà. Tout ça, c'est des théories qui ne sont pas complètement bizarres. Une autre possibilité, ce serait qu'on sait depuis longtemps que le Soleil tourne à une certaine vitesse, et on imagine que si le Soleil tournait très vite, il pourrait éjecter par force centrifuge de la matière
Et cette matière, on pourrait imaginer qu'elle se remet en rotation autour du Soleil et reforme des planètes. Et donc, on pourrait se dire, ça, ce serait une théorie possible. Et il y a un fameux livre de 1929 de Jeans, qui explique qu'il y a beaucoup de théories, en 1929, on ne parle pas de 1700 quelque chose, 1929, qui explique qu'il y a beaucoup de théories qui sont fausses, mais que celle-là, elle a une vraie probabilité. Parce qu'une fois que quand un nuage de gaz s'effondre, il tourne à une faible vitesse, et quand il se contracte, il augmente sa vitesse, un peu comme une patineuse qui d'abord a les bras écartés, tourne lentement, et quand elle se resserre, elle tourne de plus en plus vite. Donc on pourrait imaginer que le Soleil a tourné de plus en plus vite et a éjecté de la matière. Alors tout ça, effectivement, il va falloir, c'est des théories qu'il va falloir confronter au monde réel, et pour ça on a besoin d'observations. Alors, juste avant de revenir un peu à ces sujets, on sait aujourd'hui que en fait, les étoiles se forment dans des sortes de cocons, et là vous reconnaissez les fameuses nébuleuses de l'Aigle, nébuleuses de l'Aigle, avec ces fameux piliers, et au bout de comme ça, tout ça c'est du gaz et de la poussière, et il y a des étoiles autour qui soufflent la poussière, qui donnent des formes comme ça, et tous ces rayonnements très impressionnants, et puis au bout comme ça de des petits doigts comme ça, eh bien, on pourrait avoir des formations de sortes de petits cocons qui seraient des cocons d'étoiles. Et là, vous avez des exemples, des vraies observations, où on observe quelque chose qui ressemble à une sorte de bulle autour d'un objet lumineux, donc une étoile en formation. Donc ça, c'est des vraies observations. Et si on regarde, dans certains cas encore plus impressionnants, comme ce cas ici, par exemple, ben on se rend compte que là, on a une sorte de bulle, ici, qu'on voit par la tranche, et là, il y a cette partie-là, qui est un petit peu plus sombre, et bien en fait, c'est de la poussière qui s'est mise particulièrement dans un seul plan, comme ça, un plan, on ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant, on sait qu'il y a de la poussière, et qui obscurcit la lumière qui est émise par l'étoile. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a des jets aussi qui interviennent, donc on voit que dans les premières phases de formation de l'étoile, il y a des disques qui apparaissent et des jets. Donc ça, c'est des choses connues, mais avant la détection des premières exoplanètes. Alors là, je n'ai pas résisté à la tentation de vous montrer cette image, qui est beaucoup plus récente, elle a 1 an à peu près. Ça, c'est la vraie observation. Ce n'est pas du tout une image d'artiste. Alors en exoplanète, vous voyez beaucoup d'images d'artistes parce qu'on n'arrive pas à prendre des vraies images des planètes comme on fait pour les galaxies, par exemple. Des exoplanètes, c'est très dur. Mais je n'ai pas résisté à vous la montrer. Ça, c'est une vraie image obtenue avec des interféromètres, donc à très très grande résolution. Donc les interféromètres utilisés, c'est les fameux télescopes ALMA au Chili, avec toutes ces antennes qui arrivent à avoir des résolutions extrêmement importantes. Et donc on a observé ça, et ça c'est une vraie image. C'est un disque autour d'une étoile qui contient du gaz, qui contient de la poussière, et c'est la preuve que des disques se forment autour des étoiles. Et un disque par définition c'est plat. Vous voyez que l'analogie avec le système solaire, les planètes sont dans un plan, les disques apparaissent dans un plan, ça c'est la physique le montre très très bien. Donc on voit qu'on va favoriser clairement un scénario de formation qui est l'effondrement de matière pour former une étoile au centre et la création d'un disque dans lequel vont se former les planètes, pardon. Les planètes. D'accord ? Donc tout ça, c'est vraiment des choses solides. Alors, si on regarde un petit peu le scénario de formation du système solaire, disons, avant la détection des exoplanètes. Tout ce que je vous ai montré jusque-là, pour l'instant, c'est compatible avec tout ce qu'on savait avant. Le fait d'avoir observé des disques, même la découverte actuellement des disques qu'on observe, on aurait pu faire cette découverte avant de découvrir les exoplanètes, par exemple, ça n'aurait pas été gênant. Ça n'aurait pas changé beaucoup d'idées sur la formation des systèmes planétaires. Alors l'idée générale, c'est, donc là vous revoyez un peu ce dont on a parlé, hein, une sorte de boule qui se contracte, la formation d'un disque, et puis il se passe des choses, il y a des planètes qui se forment. Si on regarde ce sketch un petit peu plus détaillé, donc ici vous avez l'étoile, et là en fait on voit un disque qui est vu par la tranche, il faut imaginer qu'il y en a un autre bout de l'autre côté, on n'a montré qu'un bout ici. Au fur et à mesure de l'histoire, donc vous avez du gaz et de la poussière, la poussière tombe dans un disque, mais là vous avez encore du gaz. Alors pourquoi le gaz il reste comme ça et pourquoi la poussière s'effondre? Parce que vous savez que dans un gaz il y a de la pression et qu'on ne peut pas l'écraser facilement le gaz. Hein, donc le gaz il va rester sous sa force de pression, il ne va pas pouvoir descendre bien bas. Il va pousser pour garder une forme un peu comme ça, une forme un peu exponentielle. Alors que les grains de poussière, il n'y a pas de pression, donc ils retombent bien dans le disque. Alors ça forme des grumeaux. Les grumeaux grossissent, vous voyez, je vais très vite, hein, si ça pouvait se résumer à ça, il n'y aurait pas de recherche du tout en exoplanète, donc un peu plus compliqué que ça en pratique, mais justement c'est ça qu'on va regarder. On forme des grumeaux, et jusque-là, des protoplanètes, et ces protoplanètes deviennent des planètes. Alors il y a un point essentiel ici, c'est ce qu'on appelle la ligne des glaces ou la ligne des neiges, il y a plusieurs termes.
C'est juste une distance à l'étoile où il commence à faire suffisamment froid. Évidemment, il fait très chaud près de l'étoile, et plus on s'éloigne, plus il fait froid. Où, en fait, des éléments comme les glaces d'eau, les glaces de gaz carbonique, qui sont normalement évaporés quand il fait chaud, évidemment, ben ces gaz, hein, qu'on a, ce gaz sur Terre, ben, ou sous forme liquide, ben, ils vont commencer à se cristalliser, à former de la neige et de la glace. Donc vous imaginez, si vous voulez former un objet qui est assez gros, vous avez des sortes de petites boules de neige, hein, c'est l'analogie, qui se collent les unes contre les autres. Alors ça marche très bien, de coller des petits bouts comme ça qui sont glacés, parce qu'il y a toutes les forces électrostatiques, etc. Ça marche mieux que deux petits cailloux qui se tapent dessus. Bon, c'est simplifié, mais c'est l'idée. Et donc, en fait, on arrive à avoir en moyenne 4 fois plus de matière ici pour former des objets au-delà de cette ligne, 4 fois plus de matière que ce que vous avez ici. Donc, très naturellement, on explique comme ça la formation des planètes géantes au-delà de cette ligne des glaces. Et Jupiter est un très bon exemple. Vous voyez qu'il est situé juste derrière, et c'est le plus gros. Quand vous vous éloignez, le temps de rotation des objets autour du Soleil vont de plus en plus lentement, et donc c'est de plus en plus difficile de former des planètes parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc si je vous explique ça comme ça, tout marche bien, il n'y a pas de problème, et je pense que je vous aurais peut-être même convaincu que tous les systèmes exoplanétaires doivent se former comme ça, et on devrait trouver, typiquement, on devrait vraiment trouver des planètes Jupiter plutôt loin des étoiles, parce que c'est là où ils se forment naturellement. Voilà, donc ça c'était un peu les paradigmes. On a évacué des théories philosophiques qui visiblement ne satisfaisaient pas la physique, on est arrivé à des théories physiques qui marchent. Alors, donc la question se pose, et s'est posée évidemment, donc essayons de détecter d'autres planètes autour d'autres étoiles, pour plein de raisons. Évidemment, la recherche de la vie, c'est probablement la raison la plus importante qui a poussé les gens à s'intéresser aux exoplanètes. Mais évidemment, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, puisqu'une étoile est brillant, une planète c'est très peu brillant. La plupart du temps, quand on voit les planètes du système solaire avec l'œil, on observe la lumière qui est réfléchie par la planète. L'étoile illumine la planète et la planète nous réfléchit sa lumière. Donc c'est très peu, c'est une fraction très faible. Si on regarde dans l'infrarouge, comme les objets sont chauds, on va avoir l'émission propre des objets. Le Soleil est très chaud, il va émettre de l'infrarouge, mais une planète aussi c'est chaud, donc ça va émettre de l'infrarouge. Et ce sera un peu mieux. On aura un contraste de lumière entre les deux qui sera plus favorable dans l'infrarouge que dans la lumière visible. Donc on peut dire déjà, on va essayer d'observer par l'infrarouge. Le deuxième problème, c'est que les objets sont extrêmement proches, et donc on a beaucoup de mal à les séparer. Donc c'est très difficile de prendre des images directement, et effectivement, il a fallu attendre que la technique soit vraiment bien poussée pour pouvoir faire ces découvertes. Alors, une autre possibilité, ce serait de dire, je vais prendre des planètes qui sont les plus éloignées possibles et les plus grosses. Si elles sont grosses, elles seront plus lumineuses, mais elles vont produire plus de mouvements aussi, on verra ça tout à l'heure. Mais le problème, c'est que plus elles sont loin, moins elles bougent vite. Donc si on veut partir à la recherche des exoplanètes, naturellement, et ça c'est vraiment ce qu'ont fait à peu près toutes les méthodes, c'est de se dire, bon, on va essayer de détecter une grosse planète géante, un Jupiter, qui est loin de son étoile. Et on va attendre une dizaine d'années, voire plus, avant d'avoir une première orbite, avant d'avoir des premières détections. Jupiter, c'est 12 ans autour du Soleil, donc les astronomes étaient patients, ils ont mis en place leur instrument, et puis ils étaient prêts à attendre. Évidemment, toute cette période s'est soldée par de nombreuses fausses découvertes, notamment la fameuse étoile de Barnard. Certains d'entre vous, je pense, connaissent bien les anecdotes, où en observant cette étoile qui avait un mouvement propre très très rapide, on avait l'impression qu'elle faisait des petits mouvements qui auraient pu être dus à une étoile qui tournait autour. Donc tout ça, ça s'est avéré faux en fait. Donc, question, est-ce qu'il existe d'autres systèmes dans l'univers? La question, d'autres planètes autour d'autres étoiles, la question n'est pas triviale. Et donc en 1992, premier résultat très important pour les exoplanètes. Donc là, je vous ai mis quelques articles comme ça pour que vous voyez qu'effectivement, quand même, il y a des articles importants qui marquent finalement cette recherche. Il y en a d'autres. J'ai fait une sélection qui n'est pas du tout exhaustive. Donc, première découverte d'exoplanètes autour d'un pulsar. C'est cette fameux objet par ces deux scientifiques, Voskham et Freil. Et donc, en fait, ces scientifiques, en fait, cherchaient... alors peut-être, je vous rappelle ce que c'est, je vous redis ce que c'est les pulsars. Donc les pulsars, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est pas une étoile normale, en fait. C'est une étoile qui à l'origine qui a explosé. Et ça, c'est un résidu d'étoile qui s'est complètement contracté jusqu'à former une étoile à neutrons, qui est magnétisée. Donc cette étoile tourne très vite et elle émet comme ça des faisceaux d'ondes radio selon un axe
qui n'est pas tout à fait l'axe de rotation, un peu comme le pôle nord terrestre n'est pas le pôle nord géographique. Hein. Et donc ce pôle, il va tourner autour de l'axe de rotation et il va balayer l'espace comme un phare. Et si on se trouve dans le cône du phare, et ben on va recevoir des impulsions radio et puis on saura qu'il y a un objet comme ça qui tourne. Alors, ces scientifiques en fait cherchaient à découvrir des pulsars doubles, hein, parce que c'est une façon de tester la relativité générale. Hein, ceux qui ont été aux conférences précédentes sur les ondes gravitationnelles, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Hein, donc c'était de trouver des pulsars doubles qui tournaient l'un autour de l'autre. Et ils avaient un candidat qui était ce fameux candidat-là, ce nom un peu compliqué là. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui perturbait le mouvement de cet objet, ce n'était pas un pulsar autour, mais c'était vraiment des petites planètes. Donc il faut imaginer qu'en fait, ces planètes tournent autour du pulsar. Évidemment, quand vous avez deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, il n'y en a pas un qui est fixe et l'autre qui tourne autour. Hein, l'ensemble tourne autour de centre de gravité. Donc ça veut dire que cet objet, en plus de tourner sur lui-même comme ça et d'envoyer des ondes radio partout, en plus, il tourne autour du centre de gravité commun avec les étoiles, les planètes qui tournent autour. Donc quand vous êtes quelque part ici, que vous recevez régulièrement ces bips, chaque fois que ça passe, ben de temps en temps l'objet va s'éloigner, va se rapprocher, donc vous aurez une légère modulation des bips. Hein, c'est vraiment pour le coup que de la mécanique, une sorte d'effet Doppler. Et donc c'est comme ça que ces scientifiques ont pu mesurer effectivement la taille de ces planètes. Alors, ces planètes, elles sont vraiment spéciales. Hein. Ici, j'ai mis une image. Vous voyez, là, vous avez le Soleil pour comparaison, Mercure, Vénus, la Terre. Voilà les planètes qui ont été détectées. Vous avez le fameux pulsar et les planètes qui ont été détectées. Vous voyez qu'elles sont extrêmement proches du pulsar. Et en particulier, pour cette planète, vous voyez qu'elle est extrêmement petite. Pratiquement quelque chose un peu plus comme que la taille de la Lune, pour vous donner un peu une ordre de grandeur. Donc, quelle était l'origine de ces planètes? Donc, il y a eu tout un débat. D'abord, première question, est-ce qu'on doit considérer comme planètes des objets qui sont nés autour d'autres étoiles que des étoiles normales comme le Soleil, hein? Donc ça, c'est une grande question. Et en fait, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de lobbies, hein, chacun défendant un petit peu son précaré. Il faut attendre que le temps passe. Maintenant, ça fait 20 ans, donc on arrive un petit peu à revoir le problème de façon plus large. Hein, mais des objets de taille planétaire qui sont compacts ont été formés autour de ce pulsar. Alors quand l'étoile explose, en fait ce qui se passe, c'est qu'elle explose, vous imaginez une immense explosion, et si vous avez des planètes autour, on a du mal à penser qu'elles puissent comme ça rester. Hein. Elles ont probablement été explosées, donc on pourrait imaginer une deuxième formation de planètes après cette explosion. Et ça paraît pas complètement bête, parce qu'en fait ces planètes, elles ont l'air d'être vraiment dans le même plan autour de l'étoile, hein, donc il y a un disque qui se serait formé après. Pour former ces planètes. Voilà le télescope dans lequel ils ont fait leur découverte, donc un petit télescope de 305 mètres de diamètre, radiotélescope. On ne peut pas encore faire ça sur Terre en visible. Donc il faut dire qu'il y a quand même c'est quand même des cas très rares, mais ce que ça montre quand même de façon fondamentale, c'est que des planètes peuvent se former autour même des résidus d'étoiles. Voilà, donc ça, il y a un mécanisme de formation planétaire, quel qu'il soit, il est peut-être très différent de ce qui s'est passé autour du système solaire, mais qui forme des planètes autour de ces objets. Alors, deuxième grand coup de tonnerre, on peut dire, c'est la découverte en 1995 d'un objet de la taille de planète autour d'une étoile qui ressemble au Soleil, qui est vraiment à peu près la taille du Soleil. Donc ça, évidemment, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est un peu la découverte que tout le monde attendait. On aime bien découvrir ce qu'on connaît. Hein. Donc si on veut découvrir une planète, on aime bien que ça ressemble à Jupiter, on aime bien que ce soit autour d'une étoile comme le Soleil, etc. Parce que comme ça, on peut se projeter, probablement, on peut se projeter dans les découvertes plus facilement. Petit problème, en fait, cet objet qui était présenté comme... Donc ça, c'est Michel Mayor et Didier Queloz qui ont fait cette découverte ici. Et donc le petit problème, c'est que c'était un objet de taille de Jupiter, donc en gros ce qu'on cherchait, on cherchait les grosses planètes, mais le problème, c'est que cette planète était à l'intérieur de l'orbite l'équivalent de l'intérieur de l'orbite de Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche du système solaire, et on aurait une planète encore plus proche de l'étoile, mais de la taille de Jupiter. Alors vous voyez que ça bouleverse complètement tout ce que je vous avais bien expliqué tout à l'heure avec la formation des planètes géantes au-delà de la ligne des neiges, à grande distance, etc. Hein, ça fait un grand coup de tonnerre. Alors, ils n'ont pas pris trop de risques et ils ont dit aussi, ça peut être aussi une naine brune. Ces naines brunes, c'est des étoiles ratées qui sont un petit peu allumées au début et après ils sont éteintes parce qu'elles n'avaient pas de combustible, qui ne faisait pas assez chaud pour brûler à l'intérieur. Qui se serait approchée de l'étoile et qui aurait perdu son atmosphère comme ça par
par en fait, la radiation de l'étoile. Et donc, il aurait obtenu une masse moins importante et qui serait arrivé à une masse de type Jupiter. Donc, ils n'ont pas pris de risque. Donc ça fait beaucoup de débats. Et il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas en observant une étoile qui aurait des taches solaires, tout un tas de vibrations spéciales de l'étoile qui aurait pu produire un signal qui ressemblait à une planète? Donc il y a eu beaucoup de débats. Il a fallu attendre plusieurs années avant que la communauté, quand même, dans la grande majorité de la communauté, soit d'accord pour que ce soit une planète. Ça a été beaucoup de débats. Donc voilà l'endroit où les deux astronomes ont fait la découverte. Alors c'est intéressant parce que dans l'idée, en fait, l'idée était d'utiliser la spectroscopie pour étudier les étoiles doubles spectroscopiques. Et on arrivait à savoir qu'il n'y avait pas qu'une étoile, il y en avait deux, en regardant comment les spectres bougeaient en fonction du temps. J'en dirai un mot juste après. Et ils cherchaient essentiellement des étoiles doubles, caractériser des étoiles doubles. Après, il y a eu l'avènement d'un nouveau type de spectrographe qui s'appelle le spectrographe échelle, où au lieu d'avoir un prisme qui décompose, vous savez, la lumière du sol, de la lumière selon un spectre, sur une seule ligne, on arrivait à le décomposer sur plein de lignes. Donc en fait, on avait un effet de zoom extrêmement important, où au lieu d'avoir un spectre sur une distance comme ça, on avait sur une distance comme ça, fois des milliers de lignes, des centaines de lignes, disons, décomposées sur des centaines de lignes. Donc ça a été. Donc du coup, les astronomes ils se sont dit, bon ben, on va pouvoir détecter des objets plus petits. Et quels sont les objets les plus petits que les étoiles? C'est les naines brunes. Alors, les naines brunes, c'est très intéressant parce que c'est des objets qui étaient complètement mystérieux et on les imaginait qu'ils existaient, mais ils étaient on les avait jamais découverts. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'on a découvert à la même époque les premières naines brunes et les premières exoplanètes. Alors, les exoplanètes, ça a un petit peu occulté finalement peut-être la découverte des naines brunes, mais c'est vraiment la même époque. Donc, quand on a compris que ces instruments pouvaient détecter des naines brunes, et on s'est aperçu qu'ils pouvaient aussi détecter des objets plus petits, des Jupiters. Donc ça a été un des sujets de recherche, ça a été essayer de trouver des Jupiters. Voilà. Et donc finalement, la première découverte, ça a été ce fameux Jupiter. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, étant donné que cette planète, et là je vous mets non, ce sera après. Étant donné que cette planète tourne en 4 jours autour de l'étoile, seulement en 4 jours, et que Jupiter tournant en 12 ans typiquement autour d'une étoile, personne ne cherchait des signaux à si faible période. On n'aurait jamais pensé à chercher un signal de 4 jours alors qu'on attend plusieurs années. Voilà. Mais bon, ils ont été suffisamment comment on dit, malins ou suffisamment perspicaces ou clairvoyants, je ne sais pas comment on peut dire, pour interpréter ce signal comme une possible exoplanète. Ça, c'est vraiment la grande découverte. Alors, juste pour vous donner un mot, pour vous rappeler, vous expliquer en 2 mots comment fonctionne la technique. Donc, le point principal, c'est que quand vous avez une exoplanète qui tourne autour d'une étoile, alors là, c'est la première fois que je me rends compte que ça peut prêter à confusion. Donc, il n'y a qu'une étoile ici et une exoplanète. Et quand cette étoile, elle tourne, quand la planète tourne autour de l'étoile, les deux tournent autour de leur centre de gravité commun. Et donc, l'étoile elle-même fait une petite ellipse comme ça dans le ciel. Et par effet Doppler, donc l'effet Doppler, c'est le fait que quand une onde vient vers vous, elle est plus aiguë, et quand elle s'éloigne de vous, elle est plus grave. C'est les ambulances qui viennent et qui s'éloignent ou qui arrivent vers vous. Ça fait des sons plus ou moins aigus, c'est la même chose. Et donc l'idée, c'était d'utiliser cet effet pour voir si une étoile bouge, en fait, tout simplement. Et si elle bouge, est-ce qu'elle fait une ellipse ? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, l'image est décomposée avec un spectrographe échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, forme une sorte de spectre comme ça. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder, grâce à l'effet Doppler, l'ensemble du spectre va bouger, et on essaie de mesurer très précisément comment ce spectre bouge. Alors, les décalages sont extrêmement faibles, ils sont de la millième des raies, donc vous avez des raies sombres, etc. C'est de l'ordre de la millième de largeur. Donc, pour ne pas prendre une seule raie et regarder comment elle bouge, on en prend un très grand nombre et on regarde dans l'ensemble comment elle bouge. Donc, c'est vraiment ça. C'est aussi des techniques de traitement du signal très évoluées pour essayer vraiment de déterminer comment ça bouge. Et aujourd'hui, on arrive à des précisions de l'ordre du mètre par seconde. Donc, vous avez une étoile et en moyenne, on sait qu'elle va bouger de 1 mètre par seconde, entre 1 à 10 mètres par seconde vers vous. Donc vous imaginez des étoiles situées à des distances pas possibles et vous arrivez à mesurer un mouvement aussi faible que ça. Pour ceux qui font de l'optique, ils savent que l'optique, c'est des instruments, ça donne souvent des mesures extrêmement précises qui sont difficilement concevables en fait, dans l'expérience de tous les jours, en fait, pour les expériences qu'on fait. Voilà.
Donc, et évidemment, la découverte fondamentale, quand même, c'était, du point de vue de la science et du point de vue de ce qu'on discutera un peu tout à l'heure, c'est-à-dire les changements de paradigme, c'est la découverte du premier Jupiter chaud. Un premier Jupiter chaud, donc classe de planètes complètement inconnue. Cette planète qui a été détectée, 51 Pégasi B, c'est la moitié de Jupiter, à 4,2 jours autour de son étoile, et qui a donc amené avec elle de nombreuses questions. Comment elle s'est formée, ou alors comment elle est arrivée là, pourquoi elle n'a pas été détruite, pourquoi si elle a été amenée quelque part à s'approcher de l'étoile, pourquoi elle n'a pas été détruite, pourquoi elle n'est pas tombée dans l'étoile. Donc tout un tas de questions. Et là, Mercure, Vénus, Terre et Mars, et l'équivalent, ce serait une planète située à cette distance-là. Il faut vraiment voir que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc je continue un petit peu sur l'aspect historique, et après ça va devenir un peu complexe, et puis après on essaiera de mettre de l'ordre. Alors, en 2000, première détection d'un transit planétaire d'un transit d'une planète autour d'une étoile. Alors, avant de vous montrer en 2 mots ce que c'est que la technique des transits, simplement, je voulais vous dire que en fait, cette planète était déjà détectée par la méthode des vitesses radiales dont on a parlé juste avant. Et on s'est dit que, avec un peu de chance, comme la planète tourne très très proche de l'étoile, donc vous imaginez l'étoile et une planète qui est très proche, vous pouvez faire l'expérience de penser, plus elle est proche et plus vous avez de chances que, par hasard, la planète en tournant autour de l'étoile passe devant vous. Si l'étoile est très loin, vous avez très très peu de chances que ça arrive. Donc on savait que c'était un Jupiter chaud, une planète grosse qui tourne très près, donc on s'est dit qu'un peu de chance, on va peut-être voir un signal quand elle passe devant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les premières détections de transit, ça a été fait sur des planètes qui étaient déjà détectées, des Jupiter chauds. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette méthode des transits, la planète ici passe devant l'étoile, et si vous regardez la lumière de cette étoile, alors là c'est une courbe idéalisée, bien sûr très très idéalisée, donc elle est à peu près constante, et quand la planète passe devant, elle produit une diminution simplement du flux lumineux, de 1% à une fraction de %, et qu'on est capable de mesurer avec les détecteurs actuels. Et vous allez voir que les détecteurs qui ont permis ces détections, vous allez voir qu'ils ne ressemblent pas tout à fait à ce que vous pourriez imaginer. Donc si on regarde, alors là le contraste n'est pas excellent, mais c'est pas grave, c'est la même chose, simplement on remarque effectivement que la courbe, alors elle est un tout petit peu plus détaillée, vous voyez un petit pic ici avant l'entrée, quand la planète est ici, alors c'est simplement les phases, vous voyez les phases de la planète tourne autour de l'étoile, et l'étoile à un moment l'illumine, et la planète va nous renvoyer, là elle passe derrière, et la planète forcément nous renvoie la lumière de l'étoile. Donc c'est un peu comme Galilée observant les phases de Vénus, et c'est la même chose pour une exoplanète. Et ça se voit dans la courbe de transit, par l'analyse fine de cette courbe de transit. Alors voilà le détecteur qui a permis les premières détections ça c'est déjà une version évoluée, mais en gros c'est le genre de détecteurs qui permettent la détection des transits. Alors vous voyez, c'est pas du tout un télescope énorme, etc. Au contraire, c'est des petits télescopes, vraiment, et il y en a beaucoup. Alors ils sont petits parce que de toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière parce qu'on observe les étoiles brillantes. Alors si vous observez une étoile brillante pour tous les astronomes amateurs qu'il y a ici, j'imagine, vous saturez complètement les détecteurs. D'accord, donc si vous utilisez, donc c'est pas la peine. Donc autant avoir des petits télescopes. Si vous voulez utiliser des grands télescopes, il y a une technique, et c'est aussi la technique utilisée par les télescopes de transit, ça s'appelle la défocalisation. Au lieu de focaliser votre étoile sur un point le mieux possible, vous changez la focalisation. C'est-à-dire au lieu d'adapter bien la loupe, quand vous avez une loupe et que vous mettez le soleil au lieu de faire un point, vous le déplacez un peu et ça fait une tache. Et comme ça, vous répartissez la lumière sur un ensemble de pixels, beaucoup plus gros, et comme la seule chose que vous cherchez, c'est la diminution de lumière, vous avez une meilleure précision. Donc voilà le genre de télescope qui permet de détecter les transits. Alors après, il y a eu 2 expériences célèbres dont vous avez forcément entendu parler, c'est des satellites COROT, le CNES et l'ESA, et le satellite Kepler de la NASA, qui ont découvert beaucoup de planètes. Et en particulier, il y a 1 ou 2 ans, les scientifiques de la mission Kepler ont annoncé la découverte d'un coup de presque 800 planètes. 800 planètes, alors ça paraît beaucoup. Et en 2 mots, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand on détecte un transit, cette espèce de luminosité comme ça de l'étoile qui diminue, en fait, il y a beaucoup de cas, à peu près presque 80-90% des cas qui sont des faux positifs. C'est-à-dire, on pense avoir trouvé une planète, mais c'est autre chose. Ça peut être une étoile double qui tourne derrière, qui fait une petite modulation, enfin il y a plein de cas possibles.
Et donc, dans beaucoup de cas, on n'est pas capable de dire est-ce qu'il y a une planète, est-ce qu'il n'y a pas de planète. Et ceux qui connaissent un peu les données Kepler, eh ben, ils ont vu qu'il y a des candidats planétaires et des planètes. Les candidats planétaires, c'est tous ceux pour lesquels on a des transits, mais on ne peut pas vraiment conclure est-ce que c'est des transits ou pas. Alors, dans les cas dont je vous parlais, les fameuses 800 découvertes d'un coup, en fait, c'était des systèmes multiplanétaires. Donc vous avez des transits qui correspondent à, visiblement, des passages de plusieurs objets. Et donc là, c'est une question de probabilité. Quelle est la probabilité que vous ayez deux transits sur la même étoile qui soient dus à un faux positif, qui soient dus à quelque chose d'autre? Eh bien, on peut faire des calculs, et c'est un peu comme pour les ondes gravitationnelles. Alors là, il faudrait dire à combien de pourcents on est sûr que ce soit une planète. C'est ce genre d'argument qui est utilisé. Et dans ces cas-là, on a pu confirmer des planètes, ces systèmes multiplanétaires directement. Et donc c'est pour ça que ça en fait beaucoup d'un coup, alors qu'elles n'ont pas été mesurées par une autre méthode pour bien vérifier que c'était des transits. Alors, je continue un petit peu notre exploration. 2004, première image d'une exoplanète. Donc, la grande difficulté, je vous l'avais dit en introduction, hein, les planètes, elles sont peu brillantes, elles sont peu espacées. Et donc, en 2004, en utilisant le télescope le VLT, il a été possible de réaliser vraiment une image d'une exoplanète. Alors ici, on va regarder un petit peu cette image. Donc, évidemment, les couleurs ne sont pas les vraies, il y a des codes là-dedans. Mais l'idée, c'est que ça, évidemment, ça va être plus brillant, plus chaud que ça. Regardons tout de suite un peu les dimensions. Ici, nous avons 55 unités astronomiques. Hein, donc 55 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, forcément, c'est un objet qui est loin. Donc ça, c'est bien, on est rassuré. Ça, c'est un objet qui est très loin et qui est très massif. Une grosse planète, Jupiter, je ne me souviens plus exactement, peut-être 4 fois la masse de Jupiter, quelque chose comme ça. Donc, il va émettre beaucoup de lumière dans l'infrarouge. Cette image a été prise dans l'infrarouge, où là, ce n'est pas la lumière réfléchie de l'étoile qu'on observe, mais c'est vraiment l'émission des infrarouges de la planète. Ici, il faut préciser que ce qui a beaucoup aidé la détection, c'est que ça, ce n'est pas une étoile normale, c'est une naine brune. Mais ça, c'est une vraie planète. Voilà. Et l'étoile qui est son étoile hôte, enfin pardon, c'est absolument pas une étoile hôte, l'objet hôte, c'est une naine brune. Ça n'empêche pas que ça, c'est une planète. Vous voyez, donc on est déjà en train d'élargir la notion de planète. Une telle planète n'est pas un objet rond formé autour d'une étoile comme le Soleil. Voilà. Il y a beaucoup de cas déjà. Voilà, donc à partir de ça, ça a lancé. Alors là, je pense que c'est une des méthodes qui a lancé le plus probablement de travaux sur la partie technique, sur la partie instrumentale. Hein, donc il y a eu énormément de progrès sur la manière en fait, que l'étoile centrale qui est très brillante, de l'annuler. Je vous montrerai des images tout de suite. De l'annuler. Alors pour ça, on utilise des très grands télescopes, comme par exemple le VLT au Chili. Et on ne se contente pas de prendre des images, on va fabriquer des instruments qui utilisent des techniques interférométriques, par exemple, ce qu'on appelle des masques de phase et des choses comme ça, qui vont s'arranger pour utiliser les propriétés ondulatoires de la lumière et faire en sorte que tous les objets, toute la lumière qui est due à l'étoile va elle-même s'annuler. D'accord ? Alors avant, quand on voulait faire une image du Soleil, comme Liot, hein, c'est le premier qui a eu l'idée, on mettait un cache, et donc on observait ce qu'il y avait autour du Soleil, on cachait l'étoile. Là, les dimensions angulaires sont tellement petites et puis vous avez une diffraction qu'on ne peut pas le faire, donc on utilise des méthodes comme ça beaucoup plus complexes. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc là, je vous montre d'autres exemples. Alors il y a un cas fameux, hein, évidemment, c'est Fomalhaut B. Donc ça a été une découverte controversée. Pourquoi ? Parce qu'il y a probablement autour de cette étoile un disque de débris. Et ça, c'est observé dans l'infrarouge, mais vous savez que quand deux astéroïdes viennent à se cogner, ben, ça fait beaucoup de dégâts et ça fait beaucoup de chaleur. Et la chaleur, ça se voit en infrarouge. D'accord ? Donc la question, c'est est-ce que c'était une planète ? Est-ce que c'était des astéroïdes ? Alors après, il y a une théorie selon laquelle, comme elle avait disparu à un moment des données, donc on dit que c'est pas possible, s'il faut qu'elle soit là régulièrement sur une orbite, sinon c'est pas une planète. Il y en a qui avaient même imaginé que c'était une planète de type Neptune, dont les anneaux auraient été pile orientés vers la Terre pour réfléchir la lumière du Soleil, et donc on l'aurait observé qu'à ce moment-là. Et donc elle aurait disparu après parce que les anneaux n'auraient plus été orientés pour faire une sorte de réflecteur vers la Terre. Voilà, donc vous imaginez, et tout ça c'est de la littérature scientifique qui produit des dizaines d'articles, chacun y allant de son hypothèse. C'est assez intéressant. C'est pour ça que quand on fait une conférence grand public, il ne faut quand même pas les faire trop vite après les découvertes, sinon on peut se tromper, on peut beaucoup se tromper.
Évidemment, c'est une étoile très populaire, donc très belle découverte. Alors là, je vous montre cette image d'une autre étoile un peu plus, dont le nom n'est pas forcément facile à se rappeler, mais c'est pour vous montrer combien on arrive à... Donc ici, vous aviez une étoile, et par toutes ces techniques-là, on arrive à complètement annuler l'étoile. On la soustraite des données. Et qu'est-ce qui apparaît? 4 planètes autour de cette étoile annulée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la détection directe. Alors, selon la longueur d'onde dans laquelle on observe, on peut trouver des... Pardon. On peut trouver des propriétés différentes sur l'émission de la planète, éventuellement aussi son albédo, c'est-à-dire si elle est couverte de nuages. Si vous observez plutôt dans les visibles, est-ce qu'elle renvoie de la lumière? S'il y a des nuages, ça renvoie de la lumière. S'il n'y en a pas, ça ne renvoie pas de lumière, par exemple. Voilà, on peut faire des choses très intéressantes. Alors, on continue. En 2006, on a détecté la première super Terre glacée. Donc ça, c'est une découverte qui me tient à cœur puisque j'ai participé à cette découverte par une méthode qui s'appelle la méthode des microlentilles. Donc l'objet s'appelait Hoggle 2005 BLG 386LB. Et en fait, c'était une planète de à peu près 5 fois la masse de la Terre, mais située, donc déjà, une planète de type super Terre qui ne sont pas connues dans le système solaire. Vous imaginez 5 fois la masse de la Terre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, puisque toutes les planètes sont plus petites dans le système solaire, une planète rocheuse, et qui était située à 3 fois la distance Soleil-Terre. Donc c'est la première représentante d'une classe de planètes qui s'appelle les super-Terres glacées. Super-Terres parce qu'elles sont grosses et glacées parce qu'elles sont au-delà de la fameuse ligne des glaces, et qui vont aussi poser des questions. On a formé un cœur comme ça de 5 fois la masse de la Terre. Est-ce que ça aurait été les prémices à la formation d'un futur Jupiter, par exemple, mais qu'il n'y avait pas assez de matière? Parce que ça, c'est une étoile elle tourne autour d'une étoile petite, qui n'a pas beaucoup de masse, qui est à peu près le tiers de la masse du Soleil. Donc, est-ce qu'il y a eu assez de matière? Bon, il y a plein de raisons comme ça. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que quand on va s'intéresser à la partie statistique, essayer de comprendre comment les planètes sont réparties en masse, en taille, etc., autour de l'étoile, ça donne des informations très importantes pour connaître l'histoire des systèmes planétaires. Est-ce que les objets bougent? Est-ce qu'ils ne bougent pas? Est-ce qu'à un moment, ils arrêtent leur formation? Et donc ça, les modèles, après, peuvent utiliser ces données pour essayer de mieux nous faire comprendre, de mieux comprendre en fait, les mécanismes de formation. Alors, je vais vous dire 2 mots sur cette lentille, parce qu'elle est assez spéciale. Et je vais juste vous montrer un petit peu la méthode. Alors la première chose, donc vous voyez ici la galaxie qui est vue sous la tranche, d'accord, et vous avez le Soleil qui est ici, comme on a vu tout à l'heure en introduction, et vous avez plein d'étoiles dans le centre galactique qui s'appelle le bulbe. Il y a beaucoup d'étoiles. Donc de temps en temps, vous avez une autre étoile qui passe comme ça, vraiment pratiquement sur la ligne de visée. Alors quand je dis pratiquement sur la ligne de visée, c'est-à-dire que cette étoile du fond, nous et cette étoile-là, sont vraiment alignés, mais cet alignement, il doit être tellement bon qu'en gros, quand vous regardez le ciel en direction du centre galactique, là où il y a le plus de possibilités, là où il y a le plus d'étoiles, la plus grande densité d'étoiles d'arrière-plan, en gros, vous avez une chance sur 1 million pour que vous ayez cet alignement presque parfait. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez rare. Ce qui est intéressant, c'est que les objets, les étoiles qu'on va tester avec cette méthode, vous voyez qu'elles sont situées à peu près entre le Soleil et le centre de la galaxie. Alors ça, c'est vraiment très loin, parce que les autres méthodes, elles sont basées essentiellement sur, par exemple, une étoile qui bouge, ou un transit autour d'une étoile, vous êtes obligé de voir l'étoile. Donc elle doit être près, sinon vous ne la voyez pas. Alors qu'ici, donc ça veut dire que toutes les autres méthodes vont détecter des planètes autour d'étoiles très proches de la Terre. Alors qu'ici, vous détectez des planètes autour d'étoiles qui sont vraiment à mi-chemin entre le centre galactique et nous. Donc c'est vraiment une méthode qui est très bien pour sonder en fait, l'ensemble des planètes dans la galaxie. La contrepartie, c'est que vous avez vu, la probabilité est très faible. D'accord? Mais on n'est pas pressé. Alors, ce qui se passe, c'est que d'après la théorie d'Einstein, les rayons lumineux, et ça n'a rien à voir avec les ondes gravitationnelles, je le dis pour ceux qui ont trop écouté les conférences des jours précédents. Donc c'est vraiment la déviation des rayons lumineux au passage d'un astre massif. D'accord? Donc en fait, au lieu d'avoir de la lumière qui part comme ça dans l'espace, elle est ramenée comme une loupe vers la Terre. Donc si je refais ce système-là de façon plus imagée, cet anneau, il n'existe pas là.
Hein, ça, en fait, c'est que les rayons qui font comme ça, d'accord? Ça, il faudrait qu'un jour j'enlève parce que je me rends compte que c'est pas très intéressant, ça n'a pas de réalité physique, ça. Alors, donc vous avez voilà, votre système, et de temps en temps, vous avez la chance qu'un système planétaire passe devant, et vous allez essayer de détecter. Alors voilà, cette découverte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'étoile est très bien alignée, en fait, il y a beaucoup de lumière qui est ramenée vers la planète, comme une loupe qui serait parfaitement ajustée, et donc vous avez une amplification, toute cette lumière-là, et vraiment converge vers notre planète, vers nos télescopes, et donc vous avez beaucoup de lumière qui arrive. Et comme cet objet il bouge, et ben, au début il est très loin, vous observez simplement la lumière de l'étoile, hein, et puis plus il s'approche comme ça de l'alignement parfait, plus vous avez de lumière. Si vous avez un système des planètes qui passent devant, eh bien, vous pouvez avoir des signaux comme ça, secondaires, qui vous trahissent la présence de la planète. Alors, en résumé, donc vous avez votre étoile du fond, vous avez l'étoile qui passe devant, d'accord? Si c'est une étoile isolée, bah, vous avez simplement, alors là, je n'ai pas changé time, évidemment, le temps, et ça, c'est la luminosité que vous observez de l'étoile, de cette étoile-là, et c'est celle-là qui va trahir ça, c'est celle-là qui va amplifier le flux, d'accord? Donc là, vous avez une courbe simple. Si vous avez, c'est très simplifié, une étoile et une planète qui passent devant, ben vous avez comme ça des courbes avec des petits pics. Hein. Et dans beaucoup de cas, si c'est celle-là qui est alignée et celle-là ne passe pas devant, ben vous ne la verrez peut-être pas. Donc vous allez penser que vous n'allez pas voir la planète, vous allez voir que ça, et la planète va passer inaperçue. Vous pouvez imaginer que c'est la planète qui est bien alignée et l'étoile qui n'est pas alignée. Donc cette fois-ci, vous voyez les planètes et pas l'étoile. D'accord, mais ça n'arrive pas, je vous rassure. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. De temps en temps, vous avez une planète isolée qui passe devant l'étoile et qui fait un événement de très très courte durée, de l'ordre de 2 jours. Voilà, ça va prendre 2 jours, à peine. Et dans ces cas-là, vous savez que ce n'est pas une étoile qui est passée comme ça en avant-plan devant une autre étoile, enfin un avant-plan, mais c'est carrément une planète. Et ça vous donne accès aux objets qu'on appelle les planètes flottantes ou les corps de masse planétaire flottants. Alors là, j'ai fait exprès de vous montrer ça parce qu'en fait, en pratique, vous voyez que ça peut être un peu plus compliqué, où vous avez de très très nombreux pics. Là, vous avez un grand pic secondaire, ça replonge. Vous avez une montée, vous voyez, bien couverte par les données, ça redescend. Encore un second pic couvert par les données. Et à partir de tout ça, là, vous êtes capable de remonter aux propriétés du système. De temps en temps, vous avez plusieurs modèles, vous ne pouvez pas choisir. Ça s'appelle la dégénérescence des modèles, des fois, vous ne pouvez pas choisir. Mais dans de nombreux cas, heureusement, vous pouvez choisir et remonter aux propriétés du système planétaire. Et donc dire, autour de cette étoile qui est passée et qui a fait cet événement d'amplification comme ça, d'une étoile qui était là par hasard derrière, ben vous êtes capable de remonter aux caractéristiques des planètes. Alors, comme ça, c'est un événement un peu de type supernova ou onde gravitationnelle, si vous voulez, donc il se produit qu'une fois, parce que je vous ai dit que la probabilité qu'au hasard, vous regardez dans le ciel, là où il y a le plus d'étoiles, vous avez une chance sur 1 million, donc si cette étoile-là qui a produit un événement de lentille, elle a très peu de chances d'en faire un autre en passant par hasard devant une autre étoile d'arrière-fond, pour le coup. Là. Donc c'est un peu un phénomène qui a lieu qu'une fois, comme les ondes gravitationnelles, comme les supernovas, et donc il faut bien couvrir ces événements. Et c'est pour ça que pour ce genre de projet, il n'y a pas qu'un seul grand télescope qui observe, mais il y a des réseaux de télescopes dans le monde. Vous voyez que tous les points rouges, c'est des réseaux de télescopes. Pourquoi ils sont dans l'hémisphère sud? Parce qu'on observe en gros dans la constellation du Sagittaire. Et vous avez vu hier soir, pour ceux qui étaient à la ferme des étoiles, un Sagittaire il est relativement bas dans l'horizon, donc pour les télescopes, c'est pas bon du tout. Alors que quand vous observez en hiver dans l'hémisphère sud, il est parfaitement en haut. Voilà, donc vous avez tous ces télescopes, et quand le jour se lève sur un site, le jour se couche sur un site, il se lève sur un autre, et vous pouvez poursuivre en continu comme ça votre suivi d'événements de micro-lentilles, avec des télescopes, par exemple ici en Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Chili, ça c'est des gros télescopes, disons un peu à l'ancienne, manuels, on va là-bas, on va observer, et vous avez actuellement, qui se développent depuis quelques années, des nouveaux télescopes robotisés. Et là, vous voyez que c'est des dômes comme ça, donc en Afrique du Sud, Australie, au Chili. C'est un ensemble de dômes qui sont commandés à distance et qui s'ouvrent, etc., quand il fait bon, mauvais, etc. Et on a des systèmes, en fait, qui permettent de programmer quel télescope, où dans le monde, quel télescope vont observer tel événement de micro-lentilles. Donc on a tout un système comme ça qui va détecter des montées de micro-lentilles, et hop, on va diriger les télescopes, mais celui-là et celui-là, mais pas celui-là, et peut-être pas celui d'Australie, parce qu'il observe quelque chose d'autre, etc. Voilà. Donc ça, c'est des choses maintenant qui sont bien rodées. Alors une méthode dont je n'ai pas parlé,
mais ce sera l'occasion d'une future conférence, j'espère, dans quelques années pour quelqu'un d'autre, pour moi, n'importe. Mais c'est la méthode astrométrique, la méthode de la fameuse étoile de Barnard, où on essaie de voir dans le ciel le mouvement d'une étoile, directement le mouvement d'une étoile, dans son mouvement de la galaxie, parce qu'elle est aussi affectée par une planète qui tourne autour. Donc il y a un satellite Gaia qui est parti, et qui va bientôt délivrer dans l'année des résultats, et on espère qu'il y aura beaucoup d'exoplanètes détectées par cette méthode. Hein, peut-être vraiment beaucoup, mais on ne peut pas savoir. Donc je vous laisse, découvrir vous-même toutes ces futures découvertes, j'espère. Je fais quelques slides pour vous faire un bilan qui est très rapide, mais c'est juste pour vous montrer un peu aussi la moisson de planètes, parce que les chiffres, ça ne parle pas beaucoup. Alors en deux mots, ce que j'ai fait ici, voilà. En deux mots, ce que j'ai fait ici, c'est que dans l'axe horizontal, vous avez la distance entre la planète et l'étoile. Alors 10 puissance 0, c'est 1, évidemment, là c'est 1. Et donc la Terre, qui fait une fois la masse de la Terre, donc là, pardon, vous avez la masse des planètes, la Terre qui fait une fois la masse terrestre, forcément, se trouve là, et elle est à une fois la distance Terre-Soleil, forcément, donc elle se trouve là. Et donc là, vous avez des planètes qui sont plus proches, ici, planètes qui sont plus loin, et les planètes qui sont très massives, vous voyez Saturne, Uranus, Neptune, Jupiter, et les planètes de petite masse. Et on va regarder comment chaque méthode peuple ce diagramme. Les premières planètes observées par vitesse radiale, je vous avais dit, c'était des Jupiters chauds. Et on découvrait vraiment que ça au début. On s'est dit, en fait, le système solaire est un cas particulier. Toutes les planètes géantes, à un moment, pour une raison inconnue, se rapprochent de leur étoile et deviennent des Jupiters chauds. La plupart, peut-être même, seraient mangés par leur planète et il ne resterait que quelques Jupiters chauds. On ne pouvait pas savoir. Hein, à partir du moment où on a détecté un Jupiter chaud, on aurait pu se penser que c'est la règle. Pourquoi le système solaire serait la règle? On aurait pu penser que toutes les planètes géantes, au bout d'un moment, s'approchent de l'étoile et qu'il n'y en a peut-être que quelques-unes qui restent. Hein, voilà. Alors, pourquoi on a détecté des Jupiters chauds? Parce qu'il y a un biais de détection. On les détecte plus facilement. Et donc, c'est très difficile au début de dire, effectivement, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un biais de détection? C'est plus facile à détecter. Et là, je vous mets l'ensemble des découvertes qui ont été faites à ce jour. Et vous voyez clairement que vous pouvez tracer une sorte de ligne comme ça. Au-dessus de la ligne, on détecte, et en dessous, on ne détecte pas. Si on regardait les équations qui montrent la sensibilité de cette méthode, on se rendrait compte que très naturellement, on arrive à ces lignes-là, à dire on détecte au-dessus, on ne détecte pas en dessous. Donc ça se comprend très bien. Donc c'est clairement un biais de détection. Alors heureusement, on peut faire des analyses statistiques, un peu comme pour les sondages. On n'est pas obligé de sonder tous les Français pour connaître l'opinion, pour faire un référendum. Enfin bon, pas m'avancer sur ce sujet épineux, mais disons, en principe, on arrive à avoir une population, on prend une population qui est représentative et à partir de là, on extrapole à l'ensemble de la population. Hein. Donc c'est ce qui est fait dans ce genre pour retomber sur les statistiques des planètes. Finalement, ces planètes Jupiter chaud, on sait aujourd'hui qu'elles ne représentent à peu près que 1% des planètes. Hein. Donc vraiment, vous voyez 1%, et pourtant c'est celle qu'on a détectée le plus au début. Donc voilà, donc vous avez ces détections par vitesse radiale. Ensuite, les planètes, on revoit les métaux rapidement dans l'ordre où on les a vus. Les transits, vous voyez qu'encore une fois, elles sont plutôt des planètes qui sont massives, hein, donc elles sont largement au-dessus de la Terre, elles sont plutôt de la taille de Jupiter, et alors là, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus proches, très très proches de la Terre. Très très proches du Soleil, de leur étoile, hein, parce la Terre est ici, elles sont vraiment très proches. Hein, c'est la question de probabilité que j'avais évoquée tout à l'heure. Plus la planète est proche et plus elle a de chances de passer devant. Hein, donc ça, c'est clairement aussi un biais de détection. On pourrait pratiquement faire une sorte de carré comme ça. Là, les planètes sont beaucoup trop loin, à quelques cas parce qu'on peut améliorer cette méthode avec je ne peux pas rentrer dans ces détails maintenant, mais des fois on peut arriver à pousser la méthode plus loin, mais disons que le gros des détections c'est ici. On continue. L'imagerie directe, ça vous oubliez ces deux objets qui sont très spéciaux et qui ne doivent pas être regardés, je pensais les avoir enlevés, j'ai oublié. En gros, ces planètes par imagerie directe, vous voyez, elles sont situées, donc ça c'est la masse de Jupiter, donc au-dessus de la masse de Jupiter, donc c'est bien des planètes qui sont très grosses parce qu'on doit voir leur luminosité, et comme prévu, elles sont aussi très loin de l'étoile, hein, elles sont à droite, pour bien séparer le flux des deux. Si on regarde les micro-lentilles, on se rend compte que ça fait une sorte de, comme ça, une sorte de petite, cette forme-là, comme ça. Et là, on arrive à des masses de la Terre, hop, à des distances relativement éloignées. Si on regarde par rapport aux autres méthodes, vous vous rappelez qu'elles sont, la plupart des planètes petites, elles sont détectées très proches de l'étoile, alors que là, les planètes petites, elles vont être vraiment détectées à la position de la Terre et un peu plus loin.
Donc, en gros, ce qu'on peut se rappeler, c'est que toutes ces méthodes, elles sont fondamentalement complémentaires. Et que ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas une méthode qui a éclipsé les autres en disant ça y est, on a trouvé la méthode ultime et on sait tout faire. Vous voyez que ce n'est pas vrai. Et qu'on a besoin de cette diversité des méthodes pour comprendre les systèmes planétaires. Alors, toutes ces détections, elles ont fondamentalement changé notre vision des systèmes planétaires. Vous en avez vu un aperçu. En regardant un peu plus dans le détail des découvertes, on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Ce que j'ai fait, j'ai fait 9 points. Bon, pourquoi 9 ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 12 ? Bon, 9 points qui m'ont paru intéressants à commenter aujourd'hui. Qui, à mon avis, ont vraiment changé la vision des planètes. Alors le premier point, c'est évidemment, qu'on a détecté beaucoup de nouveaux types de planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Alors c'est par exemple le cas de ces fameuses super-terres. Donc là, vous avez la Terre. Ça, c'est des images d'artistes, bien sûr. Et on a détecté des planètes qui sont vraiment plus grosses et qui sont aussi rocheuses. D'accord ? Ça pose... voilà, donc des planètes qui n'existent pas dans notre système solaire. Alors, ces planètes, en fait, on s'est rendu compte, quand on a pu mesurer leur densité, et en fait, en combinant deux méthodes, la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits, il se trouve qu'on arrive à mesurer à la fois le rayon de la planète, et on arrive à mesurer sa masse. Si on a le rayon, donc le volume, et si on a la masse, on peut détecter des densités moyennes, et on peut même s'amuser à dire, je mets un peu de gaz, je mets un peu de roche, je mets un peu de glace. Je fais des strates avec ça parce qu'on sait qu'on imagine qu'il n'y a pas trop de convection dedans, donc c'est bien, il y a des strates comme ça de composition. Et j'essaie de trouver les bonnes hauteurs de composition pour fabriquer une planète qui a le bon rayon et qui a la bonne masse. Et comme ça, on arrive à déterminer des densités, en fait. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que en particulier pour ces fameuses super-terres, on pouvait avoir des planètes qui sont vraiment rocheuses comme la Terre, c'est à peu près la densité de la Terre, mais des planètes qui sont plutôt la densité de Neptune, à la même masse. Donc en fait, on n'a pas seulement détecté des super-terres, on a détecté des mini-Neptunes. C'est-à-dire des Neptunes, au lieu d'avoir 17 ou 14 masses de Neptune-Uranus, 17-14 masses de la Terre, elles sont à 5 masses de la Terre seulement. Donc ça, c'était complètement nouveau aussi. Ces planètes super-terres, elles peuvent être rocheuses, mais elles peuvent être aussi glacées. Elles peuvent être glacées, si elles ont été formées loin, comme le Hugel 397b, elles peuvent être glacées. Ça peut être des planètes océans, on peut imaginer une planète glacée qui s'est formée loin, et qui s'est rapproché de l'étoile et qui a fondu. Et en fondant, l'eau, la glace qui fond, ça fait un océan. Vous pouvez avoir une planète qui est formée que d'un océan. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est des planètes géantes qui se sont approchées du système solaire ? Ah pardon, n'importe quoi. Est-ce que c'est des planètes géantes qui s'est approchées de son étoile et qui auraient perdu son atmosphère comme ça en s'approchant trop près ? Et donc la masse initiale a diminué, et voire même, on pourrait imaginer qu'elle perd son atmosphère, qu'il ne reste qu'un cœur solide, qui serait typiquement une super-terre. Donc ça, c'est pas impossible non plus. Donc il y a des cas possibles qui sont étudiés, donc vraiment beaucoup de cas. Parmi toute cette variété de planètes, les Jupiters chauds enflés. Alors ça, c'est Jupiter, et on a découvert parmi ces fameux Jupiters chauds, donc ces planètes Jupiter très proches des étoiles, on en a découvert qui étaient absolument monstrueuses. C'est-à-dire qui sont à peu près la taille de Jupiter, la masse de Jupiter, pardon, mais qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosses. Alors là, ça pose, donc on les appelait les Jupiters enflés. Ça pose plein de questions. Comment elles n'arrivent pas à évacuer leur énergie, parce que si c'est trop chaud, ça enfle. Et si vous arrivez à enlever la chaleur, ça va se contracter. Donc il y a trop de chaleur. Est-ce que la chaleur est produite à l'intérieur ? Est-ce que c'est des systèmes ? Est-ce que c'est des productions de courant électrique à l'intérieur ? Est-ce que c'est des problèmes radiatifs ? Donc il y a beaucoup de recherches qui sont menées dans ce domaine en ce moment. Et j'imagine que vous aurez... je crois que jeudi à Franck 6, et j'imagine qu'il parlera de ces problèmes-là, si vous allez à la conférence. Donc moi, je ne vais pas les aborder aujourd'hui. Et par contre, je ne résiste pas à vous montrer cette image, où en fait, on voit, ici, ça représente la carte sur le planisphère d'un Jupiter chaud, et on regarde la carte de température, plus c'est blanc et plus c'est chaud. Alors ces planètes, elles sont spéciales, parce que comme elles sont très proches des étoiles, elles montrent toujours la même face à leur étoile, un peu comme la Lune montre toujours la même face à la Terre. Ces planètes, par effet de marée, elles montrent toujours leur même face à l'étoile. Et donc on imagine que s'il y a un point qu'on appelle le point chaud qui est ici, enfin normalement le point substellaire plus exactement, ça c'est le point qui est toujours en face de l'étoile. Donc c'est celui qui devrait être le plus chaud, parce qu'il est toujours en face de l'étoile et c'est toujours la même face que la planète montre à l'étoile. On se rend compte, dans certains cas, vraiment dans un cas en particulier absolument incroyable, c'est que ce point en fait il est déplacé. C'est-à-dire que la chaleur n'est pas exactement sous les tropiques, enfin au zénith, mais déplacée.
Et ça, évidemment, c'est dû à des vents, plusieurs milliers de kilomètres/heure qui déplacent ce point chaud comme ça. Donc on arrive à mesurer comme ça des vents sur les exoplanètes. C'est quand même une performance assez importante qui montre à quel niveau instrumental on est arrivé. Alors j'ai mis un deuxième point, les planètes se forment autour d'étoiles multiples. Alors très rapidement, quand les détections d'exoplanètes ont commencé à arriver en nombre, on s'est aperçu qu'on trouvait des planètes autour de systèmes doubles. Alors ça, c'est pas exceptionnel en soi, parce qu'on peut avoir des systèmes doubles où les planètes, les deux étoiles des systèmes doubles soient suffisamment loin pour que, après tout, on pourrait imaginer qu'une planète se forme autour de l'une d'elles. Alors, c'est pas aussi simple que ça en pratique, parce qu'il va y avoir des phénomènes tout un tas de phénomènes mécaniques, en fait, de dynamique, etc., d'influence. Est-ce qu'un gaz qui va être est-ce qu'un disque qui serait apparu autour de cette étoile, est-ce qu'il ne va pas être complètement modifié par cette étoile-là? Est-ce que ça ne va pas complètement bouleverser le système au point que des planètes ne peuvent pas se former, par exemple? Il y a des problèmes de stabilité, etc. Vous avez quand même un système à 3 corps ici, voire plus, et donc ces systèmes peuvent être potentiellement très chaotiques, instables. Donc ce n'est pas non plus trivial, mais on a rapidement su que ces systèmes existaient, et il y en a un certain nombre. Un cas qui est beaucoup plus rare avec la première découverte, il y a peut-être, alors le temps passe, je ne me rends plus compte, mais peut-être 2-3 ans, je dirais, peut-être 2 ou 3 ans, c'est les planètes autour de systèmes d'étoiles. Ici, c'est les planètes circumstellaires, qu'on appelle circumstellaires. Donc vous avez 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et une planète comme ça qui va tourner autour des 2. Les questions qui se posent, c'est vous avez forcément un disque qui est apparu comme ça pour former, pas forcément, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, vous avez de la matière qui était autour, qui a été suffisamment stable pour qu'on puisse former comme ça des planètes. Donc ça, c'est des choses évidemment qui n'existent pas. Et dans tous les cas, des ciels à plusieurs systèmes planétaires. Et je crois que le maximum en ce moment, c'est 4 soleils dans le ciel, donc c'est pas mal, avec sous différentes formes. Voilà, donc des choses vraiment qui ont été imaginées par la science-fiction. La science-fiction étant en avance sur beaucoup de choses, mais aussi fausse pour beaucoup d'autres choses. C'est le principe de la science-fiction. Mais donc voilà, des choses très, très, très nouvelles qui sont bien réelles. Ensuite, une chose qui a été aussi découverte assez rapidement, finalement, c'est que les systèmes exoplanétaires, ils ne ressemblent pas du tout, du point de vue des orbites, ils ne ressemblent vraiment pas au système solaire. En fait. La plupart, ils sont tous très différents, d'accord, mais ils ne ressemblent pas beaucoup. Par exemple, si on prend un système typique, découvert typiquement par la méthode des transits, donc qui forcément détecte les planètes proches des étoiles, c'est le biais observationnel, mais au moins on sait ce qu'il y a près des étoiles. Il y a peut-être des choses plus loin, bon, on ne sait pas, mais en tout cas on sait ce qu'il y a très proche. Et là, vous avez un système avec 7 planètes, mais l'ensemble se trouve à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Alors que nous, on a timidement Mercure qui se balade ici. Voilà. Donc des systèmes extrêmement compacts. Ça, c'était pas prévu. Des systèmes aussi aux orbites très elliptiques. Alors ça, c'est l'orbite circulaire, le Jupiter qui tourne autour du Soleil, c'est pratiquement un cercle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, de nombreuses exoplanètes étaient sur des orbites qui n'étaient pas du tout comme ça, qui étaient vraiment très elliptiques. Et ça va poser aussi des problèmes de formation. Si toutes les planètes se forment gentiment comme ça, elles n'ont aucune raison d'être elliptiques, parce que si elles avaient une trajectoire elliptique, elles rencontreraient plein de gaz, etc., qui amortiraient sa trajectoire. Et on pense que c'est assez intuitif de penser qu'une planète qui tourne dans un disque qui tourne gentiment, c'est beaucoup plus stable que des orbites qui vont être freinées dans tous les sens si elles ont des formes comme ça. Donc on s'attendait plutôt à ça, et puis on a découvert beaucoup de choses comme ça. Vous verrez qu'il y a des possibilités. Évidemment, on a beaucoup de théories qui peuvent expliquer ça et qui peuvent être différentes. J'y reviendrai tout à l'heure dans 2 cas. Alors, ensuite, ce qu'on a appris avec les Jupiters chauds, c'est qu'on est sûr, pour le coup, et ça, c'est sûr qu'on ne peut pas former une planète comme Jupiter sur une orbite de 4 jours autour d'une étoile. Il fait trop chaud. Il n'y a pas de glace, donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc il faut le fermer plus loin. Et la théorie dominante aujourd'hui encore, et ça n'a pas changé si vous voulez, c'est que les planètes géantes, elles sont formées au-delà de cette fameuse ligne des glaces. Là où vous avez de la matière solide, des poussières, là vous avez des glaces pour rapidement avoir une masse de l'ordre de 5 à 10 fois la masse de la Terre. Et ce qui se passe,
quand vous avez une masse de l'ordre de 5, 10 fois, 15 fois la masse de la Terre, plutôt solide, rocheuse, glacée, et bien dans ce cas-là, le gaz commence à arriver, le gaz environnant commence à s'agglutiner sur la planète, et il y a même un phénomène d'emballement où le gaz arrive de plus en plus vite. Et très rapidement, vous fabriquez une énorme atmosphère de gaz. Hein, ça marche bien dans les simulations et dans la théorie. Donc on voit que pour avoir une planète de type Jupiter, il faut qu'elle soit formée loin. Donc ça veut dire que les planètes, elles se bougent lors de formation. Alors actuellement, il y a deux grands scénarios qui sont étudiés. Les scénarios, quand la planète est encore dans la planète géante qui est ici, là vous avez l'étoile et là vous avez le fameux disque, d'accord. Et cette planète, donc là, ce disque, il est formé de gaz et de poussière. Cette première grande théorie, c'est la migration des planètes à l'intérieur du disque, gaz et poussière. Donc ça, il faut s'imaginer un bateau. Vous avez un bateau, et quand un hors-bord, et quand un hors-bord passe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vagues. Comme c'est un petit bateau, il va faire des vagues, il ne va pas creuser un sillon dans l'eau. Ou alors vous m'appelez si vous avez déjà vu ça. Donc il crée des vagues. Et qu'est-ce que ça fait les vagues? Ça va pousser un peu la matière. Hein. Alors, la planète qui tourne, le disque tourne, la planète tourne, et donc vous voyez qu'elle crée des vagues autour d'elle. Alors comme le système, dans un système de type keplérien, c'est-à-dire un corps central et des petits corps qui tournent autour, vous savez que ça tourne beaucoup plus vite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ces vagues-là qui vont être créées, elles vont en plus s'enrouler, puisque c'est une rotation différentielle. Ce n'est pas la même vitesse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc ces vagues, elles s'enroulent, et elles vont elles-mêmes pousser la planète. Un peu comme un bateau qui crée une vague, et la vague revient vers lui et le pousse. Hein, donc, dans le cas du bateau, c'est symétrique, ça va. Et là, c'est des vagues asymétriques, puisqu'on voit que la vitesse ici n'est pas la même que là. Donc ça va créer une asymétrie, et ces deux vagues poussant, la plupart du temps, les vagues qui poussent le plus fort, c'est celles de l'intérieur, et c'est les vagues de l'extérieur, et la planète, elle va être poussée vers l'intérieur. Donc vous avez comme ça un phénomène de migration où la planète va surfer sur les vagues qu'elle crée. Elle ne crée pas de sillon dans le disque, mais elle surfe sur les vagues qu'elle crée et s'avancer aussi ainsi comme ça vers l'étoile. Donc ça, c'est les premières théories de migration dans le disque. Donc la planète, vous créez Jupiter ici, elle s'approche et pour un mécanisme, il y a plein de possibilités. Après, s'il n'y a plus de matière près de l'étoile, la planète, elle va arrêter de migrer puisqu'elle surfait tranquillement sur son... Voilà. Si la planète est très massive, à ce moment-là, elle va créer carrément un sillon autour et se déplacer avec le sillon. Donc il y a tout un raffinement de ces théories de migration planétaire qui expliquent la migration des planètes vers le Soleil, le système solaire. La deuxième grande théorie qui est très étudiée en ce moment, c'est les théories à plusieurs corps. Et quand vous avez donc le gaz qui a disparu, vous avez des fois des grosses planètes qui sont formées. Et toutes ces grosses planètes, elles s'influencent les unes les autres. Et il y a des mécanismes qui peuvent faire que vous avez des planètes qui vont changer d'orbite et échanger en fait de la vitesse, échanger certaines quantités physiques pour permettre à certaines de s'éloigner, d'autres de s'approcher. Et donc vous pouvez comme ça avoir, après la formation des planètes, vous pouvez avoir des mécanismes qui vont rapprocher les planètes des étoiles. Donc ça, c'était une grande découverte, les planètes migrent. Et ça aura des conséquences pour le système solaire. Comme je vous en dirai un mot juste après. Un autre point important aussi dans ces changements de paradigme, c'est que, vous voyez, c'est la conséquence de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a probablement une grande multiplicité de scénarios possibles. Après tout, donc le scénario dont je vous ai essentiellement, que j'ai évoqué un petit peu en trame tout à l'heure, c'est le scénario par accrétion d'un cœur solide. Donc d'abord, ici, vous avez une planète en formation entre 1, 2, 3 et 4, vous oubliez l'anglais. Tout un tas de petits corps donc, viennent s'accumuler, viennent faire grossir ce cœur. Il y a un peu de gaz qui est accrété autour, mais il n'y en a pas beaucoup parce que le gaz c'est volatile. Si la planète n'est pas massive, il s'en va, donc il ne reste pas dessus. C'est trop volatile et il va pouvoir rester quand la planète commence à avoir une certaine masse. Comme ça, Et donc ce cœur grossit et au moment où il va atteindre une sorte de taille critique, ici, et au moment précis où il va atteindre sa taille critique, vous allez avoir, comme je vous dis tout à l'heure, énormément de gaz qui va arriver pour former une grosse atmosphère. Ça, c'est un premier grand scénario, et ça, on pense que ça explique quand même la plupart des systèmes planétaires. Mais on a détecté des exoplanètes, notamment par imagerie directe, qui sont très massives et situées très loin des étoiles.
Alors la question, c'est que très loin des étoiles, alors vous allez dire c'est bien parce qu'il y a de la glace, etc., mais ça tourne trop lentement quand même. Donc on n'a pas le temps de former des gros corps, en quelques millions d'années, tout le gaz s'en va, on est embêté. Alors il y a d'autres scénarios, et ça c'est intéressant de voir qu'ils ont été proposés au moment des premières découvertes d'exoplanètes. Est-ce qu'on peut former directement dans un disque, est-ce qu'on peut former directement une planète géante ? Ici, vous voyez un disque, ça c'est une simulation numérique, et vous avez l'impression qu'au fur et à mesure de son évolution, il y a comme des grumeaux qui apparaissent ici. Vous voyez que le scénario est complètement différent, parce que là, vous devez attendre que de la matière rocheuse s'accumule et après vous ajoutez le gaz, alors que là, vous prenez tout ce qu'il y a dans une parcelle donnée et hop, vous en faites une planète. Donc, ça marche pas bien du tout près de l'étoile, parce que l'instabilité, cette instabilité ne marche pas bien, il faut être loin de l'étoile. Et donc ça pourrait expliquer une catégorie de planètes qui sont loin des étoiles. Une façon de se dire, est-ce qu'on peut distinguer les scénarios? Ça c'est un des grands problèmes. Quels sont les scénarios de formation des planètes, des naines brunes, quand elles sont près, quand elles sont loin? Alors là, je ne peux pas vous faire de résumé, c'est pas possible, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces planètes, on s'attend à ce qu'elles aient un contenu rocheux assez faible, puisqu'elles n'ont pas attendu d'avoir la comme ça de la matière. Donc c'était la composition de gaz et de poussière qui est à ce moment-là qu'on retrouve dans la planète, qui a simplement figé finalement la composition initiale, alors que là on aura d'abord eu un enrichissement en matière solide avant d'avoir le gaz autour. Donc on aura des planètes qui sont pour le même rayon, qui seront plus lourdes dans ce cas-là que là, parce qu'elles auront de la roche au lieu d'avoir du gaz finalement, pour simplifier. Donc là, évidemment, il y a tout un tas de recherches là-dessus. Alors, sixième point, une zone grise entre les planètes et les étoiles ratées. Alors ça, c'est un domaine aussi qui est très en actualité, donc les fameuses naines brunes. Alors là, vous avez Jupiter, planète géante. Voilà. Alors celle-là, qu'est-ce que c'est? On va regarder. Ah, Gliese 229b, une naine brune. Tiens. Donc les étoiles ratées peuvent avoir la même taille que les exoplanètes. Alors ça, on est embêté. Parce que si on attend d'avoir une planète qui transite, d'accord, et ben on se dit, c'est peut-être une naine brune. D'accord, vous voyez, donc ça correspond à des faux positifs dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être il va falloir trouver une autre méthode, par exemple observer par vitesse radiale, pour vérifier si la masse correspond bien. Voilà. Là, vous avez une naine brune un peu plus grosse, vous voyez qu'elle n'est pas beaucoup plus grosse que Jupiter. Là, vous avez le Soleil, et là, vous avez une étoile naine rouge, une petite étoile, voilà, qui est à peine plus grosse qu'une naine brune. Donc ça, c'était pour vous illustrer qu'il y a toute une continuité comme ça des tailles des objets qui sont quand même assez fondamentalement différents. Et au-delà de cette similarité là que je vous ai illustrée, les vrais problèmes qui se posent, c'est quand on regarde les détections des objets de masse planétaire au-delà de 10 fois la masse de Jupiter, on s'attendrait qu'autour de 13 fois la masse de Jupiter, on s'attendrait à ce que d'autres mécanismes, des mécanismes en fait qui sont ceux qu'il y a dans les naines brunes, prennent le pas, et donc on s'attendrait à ce que le nombre d'objets créés soit différent. C'est-à-dire que si vous formez les planètes avec un scénario donné, un mécanisme, vous allez obtenir quelque chose qui est assez, comment dire, vous n'allez pas obtenir le nombre de planètes, il va être assez constant quand vous augmentez par exemple la masse de la planète. Plus la masse de la planète, vous allez avoir un nombre qui diminue ou qui augmente, mais de façon assez continue. Si vous avez un autre mécanisme qui intervient, dans ces cas-là, d'un seul coup, vous allez former par un autre mécanisme beaucoup plus d'objets. Donc si vous regardez le nombre d'objets que vous avez par unité de masse, eh bien, vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, vous avez un changement très fort. Quand vous regardez les naines brunes et que vous regardez les étoiles et que vous êtes à peu près à 74 fois la masse de Jupiter, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus d'objets qui interviennent parce que vous avez la formation des étoiles qui commence. Vous avez les réactions nucléaires qui se commencent. Et donc, vous savez qu'il y a un autre mécanisme qui est rentré en jeu. Quand on regarde autour de ces fameuses 13 masses de Jupiter, on se rend compte que le nombre d'objets, il n'y a pas de cassure dans le nombre d'objets. Donc en fait, il y a clairement dans cet intervalle entre 10 fois et 100 fois la masse de Jupiter, ce qu'on appelle il y a clairement des mélanges de mécanismes. On a beaucoup de mal actuellement à savoir quels sont ces mécanismes et comment ils interviennent. Et donc d'où la difficulté de définir une exoplanète. Si on avait vu qu'il y avait des exoplanètes jusqu'à 15 masses de Jupiter, plus rien, ensuite des naines brunes, ensuite des étoiles, on aurait dit bon ben voilà, les planètes c'est ça, il y a un scénario. Mais là c'est un mélange complet. Et donc, ça pose la grande difficulté de savoir à quelle masse on s'arrêterait pour une exoplanète. Peut-être qu'il y a des exoplanètes de 20 fois la masse de Jupiter, mais il y a beaucoup de naines brunes qui sont 20 fois la masse de Jupiter. Voyez, donc, est-ce qu'on doit redéfinir les exoplanètes à partir de leur mécanisme de formation? Ça pose tout un tas de questions. Donc ça s'appelle le désert des naines brunes, entre 10 à 100 fois la masse de Jupiter, parce qu'en plus, on a très peu d'objets. Voilà.
Alors l'histoire du système solaire en question, les planètes géantes migrent dans le disque. Hein, c'est prouvé. Et les théories montrent maintenant que c'est pratiquement une obligation. Vous ne pouvez pas vous passer de ça et dire discrètement, je ne sais pas que ça existe, donc je ne le mets pas dans les modèles. Et on met dans les modèles, ça migre. Alors ça a fait des bouleversements évidemment pas mal dans les idées, et notamment dans les idées du système solaire. Et donc il y a une théorie qui s'appelle la théorie du grand arc, qui est très en vogue hein, en ce moment, le modèle de Nice, hein, ça s'appelle. Développé par Alessandro Morbidelli et l'Observatoire de Nice, essentiellement, au début. Et en fait, cette idée, c'est que Jupiter a migré au début de sa formation. Il serait formé à peu près à 5 fois la distance Terre-Soleil, a commencé à migrer, entraîné avec elle Saturne, et les deux se sont mis comme ça dans une sorte de sillon qu'elles ont creusé toutes les deux. Elles sont rentrées en résonance, elles sont reparties vers l'extérieur du système solaire. Donc c'est assez amusant parce que vous aurez formé Jupiter par exemple à 5 unités astronomiques, pour simplifier, 5 fois la distance Terre-Soleil. Elle aurait migré vers le Soleil lors de sa formation, elle ne serait pas arrivée au niveau de la Terre et de Mars, etc., parce que sinon elle aurait fait des dégâts et on ne serait pas là pour en parler. Elle s'est arrêtée, elle est repartie dans l'autre sens pour arriver à sa position actuelle. Alors vous allez dire, voilà, c'est un scénario ad hoc, hein, mais il y a beaucoup d'observations qui vont vraiment en faveur de ce scénario, en particulier qu'on aurait pu amener comme ça des astéroïdes glacés pour amener de l'eau sur Terre en principe. Donc c'est très intéressant de voir comment finalement la migration, qui est un phénomène qu'on avait complètement ignoré dans le système solaire, revient en force et en plus a des conséquences très importantes sur l'apport de l'eau par exemple sur Terre. Donc, vraiment très intéressant. Ça, c'est carrément un changement important. Ouais. Alors, donc le 8e point, détection de planètes isolées dans l'espace interstellaire. Donc, on a détecté, en particulier par imagerie directe, vous voyez ce petit point, des objets qui sont, séparés. On n'a pas d'étoiles qui accompagnent ces objets. Donc, des objets de masse planétaire, comme ça, qui sont en orbite autour de rien. Donc, alors, le problème en imagerie directe, c'est qu'on a toujours un petit peu des difficultés à donner la masse exacte des objets, parce que pour connaître, quand on fait une image comme ça directe, pour connaître bien la masse de l'objet, ces objets jeunes, il faut connaître leur âge précisément. Parce qu'au bout d'un certain temps, la lumière, quand l'objet commence à être un peu âgé, la lumière diminue, hein, évacuer son énergie de formation, tout ça. Et donc, il faut bien connaître son âge pour connaître sa luminosité. Sa luminosité va vous donner la masse. D'accord ? Donc, il y a souvent une petite incertitude. Et en tout cas, ce qui aurait été détecté, c'est des planètes très massives, plus de 10 fois la masse de Jupiter. Donc, on est vraiment à la limite de la planète et de la naine brune ici. Alors par micro-lentille, on a détecté aussi des événements. Alors là, j'ai pas mis de dommage, donc là, je vous ai mis cette photo. J'aurais pu vous mettre une vraie image. En fait, vous avez comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une planète seule qui passe devant, vous avez un pic, mais qui est très étroit et très faible, et qui dure moins de 2 jours. Hein, donc on a réussi à détecter ça par micro-lentille. Et là, c'est des planètes de la masse de Jupiter. Et une des études statistiques montre que ces planètes de type Jupiter errant dans l'espace pourraient être au moins aussi abondantes que les étoiles. Mais ça, c'est un domaine de recherche qui est encore très actif et il faudra encore attendre quelques années avant de confirmer. Il y a actuellement des résultats qui sont en train des données qui sont en train d'être analysées pour revoir toutes ces choses-là. Donc l'origine de ces planètes, vous pouvez imaginer que, comme je l'avais dit au début, que vous avez des nuages qui s'effondrent et qui forment directement des planètes, de 1 à 10 fois la masse de Jupiter, mais en réalité, les simulations semblent bien montrer qu'on ne peut pas former un objet directement s'il ne fait pas au moins plus que 6 fois la masse de Jupiter. Donc ça peut former des naines brunes, mais pour les planètes, c'est très difficile. La théorie la plus commune probablement, c'est l'éjection des planètes. Hein. Donc vous avez un système comme ça avec des Jupiters, tant qu'il y a du gaz, ça se tient à peu près, il y a des frottements, tout ça. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de gaz, vous avez des systèmes qui sont instables et vous pouvez éjecter une planète. Donc vous avez une planète flottante et un système qui, dans certains cas, va se retrouver assez elliptique. Hein. Donc ça pourrait être une des raisons d'avoir trouvé des planètes aux orbites elliptiques aussi. Hein. Ça pourrait être cette raison-là. Alors, un dernier résultat, donc 9, et donc là, c'est un résultat qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une étude que j'ai menée pendant plusieurs années avec toute cette équipe-là internationale, où on a étudié pendant 10 ans on a étudié des données obtenues pendant 10 ans en micro-lentilles pour essayer d'apporter un résultat sur les détections, les non-détections, c'est-à-dire combien de planètes à combien de planètes par étoile on s'attend.
Et donc, le résultat majeur, c'est qu'on s'attend, en gros, en moyenne, à avoir, il y en a une planète au moins par étoile. Ça, c'est vraiment le résultat phare. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire que l'ordre de grandeur des planètes dans la galaxie, c'est 100 milliards. Après, vous pouvez dire 100, 150 milliards. On ne connaît pas exactement non plus le nombre d'étoiles dans la galaxie. Est-ce que c'est 150, 250, 200 ? Mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards de planètes dans la galaxie. Alors, c'est pas tout. Les planètes les plus courantes, c'est pas les grosses, c'est les petites. C'est les planètes, les super-terres. Pour l'instant, les terres, on n'arrive pas à savoir, c'est trop petit, on n'a pas détecté assez, on n'arrive pas trop à savoir. Pour l'instant, les planètes celles qu'on trouve le plus, c'est les super-terres. C'est pas les Jupiters, c'est les super-terres. C'est certainement pas les Jupiters chauds. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quand les petites planètes sont les plus courantes. Et les autres méthodes, qui font aussi le même genre d'études, montrent que, on confirme ces résultats aussi, mais montrent aussi que les planètes Terre préfèrent vraiment les systèmes multiplanétaires. Donc c'est rare finalement les systèmes planétaires où il n'y a qu'une étoile. Alors si qu'une planète, si c'est un Jupiter chaud, il a tout cassé, d'accord, mais si c'est pas un Jupiter chaud... Donc les exoplanètes sont partout dans la Voie lactée, et voilà, après 20 ans de recherche, on est arrivé à cette conclusion sur l'abondance des planètes. Donc si on regarde la famille système solaire qu'on avait avant les premières découvertes, dans les années 90, donc un système qu'on comprenait bien, gentil, et maintenant voilà l'image, la carte postale des exoplanètes, une très grande diversité et une très grande multiplicité, si on devait résumer en 2 mots, 20-25 ans de découverte. Donc moi, j'ai l'impression que les arguments que je vous ai avancés, je pense que c'est une vraie révolution. Ça révolutionne vraiment notre vision des systèmes solaires, de la formation du système solaire et aussi notre vision de l'univers, où on peut imaginer que les étoiles qu'on voit sont entourées de planètes, de systèmes planétaires. Alors je finis avec juste une ou deux slides, une ou deux transparents, juste donc on a détecté beaucoup de planètes, et certaines seront probablement à des distances proches de la Terre, des distances suffisamment clémentes de leur étoile pour pouvoir éventuellement pouvoir avoir de l'eau liquide à leur surface. Et donc dans ce diagramme que vous verrez probablement plus pour ceux qui iront à la conférence de jeudi, j'imagine, vous avez là vous avez l'orbite de la Terre autour du Soleil. Là vous avez des étoiles plus petites, des étoiles plus grandes, et vous avez toute une zone en bleu. Plus l'étoile est forte et plus il va falloir s'éloigner pour avoir de l'eau liquide, et plus l'étoile est petite et plus il va falloir s'approcher parce qu'il va faire plus chaud. Donc si on regarde actuellement les planètes qui ont détecté dans leur zone habitable, voilà en gros, donc ça c'est 2015, fin 2015, voilà un peu les planètes qui ont été détectées là-dedans. Alors vous vous occupez pas de la taille, ça représente autre chose. Si on regarde un peu la masse ici, là c'est en période. La Terre c'est 365 jours, donc on est à peu près par là. 3, 5 ici, et là vous avez des masses, donc Jupiter est là. Donc ça veut dire que si on regarde en gros ces planètes-là, c'est des planètes géantes. Donc on ne peut pas imaginer la vie sur Jupiter à moins d'être au 19e siècle. Donc en fait il vous reste comme ça un certain nombre de planètes qui sont des très bons candidats potentiellement pour éventuellement abriter la vie. Et donc la recherche de la vie ailleurs dans l'univers, du point de vue des exoplanètes, je ne vais pas parler du point de vue de l'astrobiologie, il y a des gens qui sont bien plus à même que moi de parler de ça. Quel est l'objectif? C'est finalement de détecter, si on détecte des planètes qui ressemblent à la Terre en orbite, en taille, etc., c'est un peu un argument statistique, mais on peut se dire que si toutes les conditions ressemblent à celles du système solaire, on a des chances quand même que la vie soit apparue. Donc il y a un peu un argument statistique, on peut chercher de façon indirecte et statistiquement est-ce que la vie est commune ou pas dans l'univers. Une deuxième chose, toujours uniquement exoplanètes, je ne parle pas de l'écoute des signaux radio, etc., c'est de détecter directement des biomarqueurs par spectroscopie. Quand vous avez une étoile qui passe quand vous avez une planète qui passe devant son étoile, et bien vous avez une partie de la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète et qui peut laisser des signatures dans le spectre. Et on peut détecter comme ça, on a détecté des molécules d'eau, etc. dans les atmosphères, et on voudrait détecter une combinaison de molécules qui nous dit là il y a eu la vie. C'est des combinaisons de molécules, ça ne peut pas être qu'une seule molécule malheureusement. Donc ça, c'est ma dernière slide. Comprendre l'émergence de la vie, déjà sur Terre, c'est très difficile. Je ne vais certainement pas m'y avancer. Cependant, les spécialistes pensent que quand les conditions d'émergence sont réunies, il semble que la vie se développe. Alors après, quelles sont ces conditions d'émergence? Ça, c'est la grande question.
Et dans le cas où une planète deviendrait non habitable, où il y a un cataclysme, et sur Terre, on sait qu'il y a eu de nombreux cataclysmes, hein, et différentes ères de la Terre, la vie peut se préserver, elle se met à un état de veille, elle peut rester très longtemps à l'état de veille et se réanimer si les conditions redeviennent clémentes. Donc en plus, on a cette espèce de parachute, hein, on peut faire réanimer la vie si elle s'est pratiquement disparue à un moment donné. Donc ça, c'est plutôt positif. L'étude des exoplanètes nous apprend que les planètes dans la Voie lactée, c'est la règle, c'est pas l'exception, c'est la règle, et qu'il existe une extraordinaire diversité de systèmes planétaires et de planètes. Alors c'est un signe pour moi très optimiste que la vie existe peut-être ailleurs dans notre vaste univers. Hein, peut-être on aura la pluralité des mondes habités de Flammarion. Et pour l'instant, ça reste une discipline qui est une discipline de recherche scientifique et on ne peut pas encore répondre à cette question. Il va falloir encore attendre et amener des arguments convaincants, si on ne peut pas les détecter directement, pour vraiment avoir une réponse. Et donc la recherche continue. Merci de votre attention.